Par où commencer? Ça va pas être facile. Bon, d'un côté, ça fait environ 1 an que je publie des vidéos, enfin pas forcément face cam, et c'est vrai que je me suis jamais présentée, et je comprends tout à fait si certains d'entre vous se demandent et se disent c'est qui celle-là pour nous parler de crypto-monnaie et de Bitcoin? Et je comprends en fait que certains d'entre vous se demandent qui je suis, et donc il fallait bien que je fasse cette vidéo. Alors, pour que ce soit intéressant et pour que ce soit pas seulement du narcissisme pur, ce que c'est déjà un peu, je me suis dit quoi? Je me suis dit que j'allais simplement vous raconter, j'allais faire 2 FAQ en fait. La première FAQ, donc celle-ci qui n'est pas vraiment du coup une réponse aux questions, mais je réponds à une question globale, qui est, et je vous raconte mon parcours qui m'a amené jusque là. Donc là on verra plutôt le cheminement intellectuel, si je peux dire, de comment j'ai découvert les cryptos et comment c'est devenu une passion entre guillemets. Et je prépare aussi une autre FAQ, alors beaucoup plus terre à terre, plus pragmatique, mais peut-être plus intéressante sur justement l'avenir de la chaîne et ce que j'espère faire, mais vraiment parce que j'ai des choses et des idées que j'aimerais vraiment mettre en place, qui peuvent vraiment vous intéresser. Et je dis ça vraiment d'un point de vue objectif, j'ai vraiment envie de donner un truc top. Donc on verra ça dans la deuxième FAQ. Et je me suis dit, pour faire un peu comme il faut, que je la sortirais pour les 5000 abonnés. Je sais pas si ça veut dire quelque chose dans mon cas, mais oui, c'est bien de marquer les caps. Donc voilà, deuxième FAQ sur l'avenir de la chaîne. Et des questions un peu plus perso peut-être, que je répondrai aussi à la deuxième FAQ. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Bon, on va commencer par le début. Alors j'ai 2 diplômes, enfin 2 Master 2 de la Sorbonne, quoi, donc j'ai étudié à Paris, en philosophie et en relations internationales. Alors les relations internationales, si vous voulez, c'est une composante des sciences politiques, et disons que ça a été là le départ de ma réflexion sur les cryptos. Et là, c'est normal que vous voyez pas le lien avec les cryptos, parce que c'était quand j'étais étudiante, mais là je vais un peu trop vite, attendez, et oui, si vous vous dites que j'ai fait philo, oui, j'en ai bouffé du Platon, du Kant et du Leibniz à gogo, mais c'est très intéressant parce que ça forge la manière de raisonner, quoi, si vous voulez. Et donc bref, quand je suis en relation internationale, là ce que je veux faire, ce que j'ai toujours voulu faire de ma vie, en gros, je voulais être tout simplement professeur et écrire des livres. Bon, je sais que je le dis de manière naïve comme ça, mais tout simplement, c'est vrai, je voulais être maître de conf, écrire des chroniques, et voilà, ça c'était un peu ma vie idéale, le job de rêve, et donc je devais aller jusqu'au doctorat, et voilà, et travailler aussi pour des organisations internationales de type l'ONU, etc. Là vraiment, je vous raconte vraiment ce que je voulais faire, et d'ailleurs vous allez voir maintenant avec le temps que c'est pas tout à fait parti, parce que c'est quelque chose qui me consomme, c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et ce qu'il faut savoir, donc quand j'étudie les relations internationales, ce que je découvre le plus, ce qui m'intéresse le plus, et là vraiment j'ai vraiment des extases, on va dire, vraiment cérébrales, si je peux le dire comme ça, c'est l'économie du développement. Alors l'économie du développement, je ne vais pas vous faire un cours ici, mais donc c'est une branche de l'économie où on s'intéresse plutôt aux politiques donc macroéconomiques et aussi microéconomiques qui font qu'un pays se développe. Donc qu'est-ce qui est à l'origine, quels sont les critères qui font faire qu'un pays se développe. Je pense que vraiment objectivement c'est très intéressant. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs courants, c'est quand même une discipline assez complexe, assez large parce que parfois le politique se mélange. C'est avec l'économie du développement, si vous voulez, qu'on peut comprendre, par exemple, pour vous le rendre plus intéressant, pourquoi un pays comme Singapour, qui il y a 70 ans n'était rien, disons pas développé, qui arrive aujourd'hui à être une puissance comme ça internationale, ou pourquoi un pays comme le Venezuela, qui a des ressources pétrolières immenses, n'est pas devenu aussi riche ou aussi développé que Dubaï et Qatar alors qu'ils avaient les mêmes ressources. Enfin voilà, là je vous donne des exemples comme ça pris un peu à l'emporte-pièce rapidement, mais c'est ça l'économie du développement, c'est ce qui nous permet de penser pourquoi il y a des développements dans tel ou tel pays, qu'est-ce qui fait qu'économiquement un pays va se développer. Donc c'est vraiment intéressant. Oui, on a compris que c'était intéressant, tu peux continuer s'il te plaît? Et si ça vous intéresse, par exemple, ou peut-être vous connaissez par exemple le plus connu, Joseph Stiglitz, qui est un canon, un crack. Donc voilà, si vraiment le sujet vous intéresse, il y a plein d'auteurs à découvrir. Je pense que c'est vraiment crucial, et je pense même qu'on n'en parle pas assez, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, là à ce moment-là, je suis là-dedans, donc je m'intéresse à fond à l'économie du développement, et je veux faire un doctorat dessus, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc quand j'étudie, je fais des stages, etc. Mais j'étudie la question de plus en plus, et là je commence à m'intéresser à l'inclusion financière, etc., qui est forcément centrale dans l'économie du développement. Donc voilà pourquoi on parlera des personnes non bancarisées par la suite. Et peut-être déjà maintenant, vous pouvez voir le lien avec les cryptos. Et donc là, au fur et à mesure que je prends goût pour cette discipline, mais vraiment à fond, vraiment à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, par exemple, l'Afrique ne se développe pas comme elle pourrait. Donc j'étudie les mécanismes du FMI, etc.
Et bref, et je prends conscience que un des cœurs du problème en tous les cas, c'est l'inclusion financière. Je me rends compte et je touche un moment l'un des problèmes, qui est tout simplement que l'écosystème financier n'est pas assez développé pour justement permettre que l'économie se développe. C'est très lié les deux, faut savoir l'économie et la finance. Donc voilà, là ça devient très intéressant pour moi, comme une énigme. Et donc là, à ce moment-là, c'est l'inclusion financière qui m'intéresse le plus, donc je lis à mort tous les articles que je trouve, les livres, etc., etc. Et il se passe que, bien sûr, donc je commence à comprendre l'inclusion financière et surtout, je comprends aussi que ce qui fait qu'un pays se développe, sachez que je fais des raccourcis là, je vous donne pas un cours théorique, je pourrais vous en parler plus longtemps, mais là je fais juste des raccourcis en ce qui me concerne. Et donc là je fais des résumés, ce n'est pas de la théorie, enfin je pourrais plus développer, mais là pour la vidéo, pour vous raconter ma vie, je vous donne juste les éléments importants. Et plus je m'intéresse à l'inclusion financière, à l'économie du développement, etc., plus je me rends compte d'une chose assez simple à comprendre, que ce qui fait fondamentalement qu'un pays s'en sort économiquement, c'est les entreprises qu'il y a. C'est simplement, les entreprises sont le poumon d'une économie d'un pays, c'est-à-dire que plus vous allez avoir un pays où il y aura plus d'entrepreneurs et plus le pays sera normalement riche parce qu'il y aura de la production qui va être créée, à l'intérieur il y aura des salaires, des paiements, des employés, etc. Je fais vraiment des raccourcis, désolé. Donc là je comprends que l'entrepreneur ou les entreprises sont au cœur d'un pays qui tourne. Et de toute façon c'est très simple et c'est même évident, vous pouvez faire le constat vous-même. Quand vous prenez des pays au PIB très faible, en général c'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise ou que les entreprises étatiques sont très limitées. Ou même les plus grandes puissances mondiales aujourd'hui, si on prend les États-Unis ou la Chine, ce sont quoi? Ce sont des pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises. C'est ça qui crée la richesse d'un pays, mais c'est pas le sujet de la vidéo. À ce moment-là donc, je m'intéresse, donc vous voyez le cheminement, et là je m'intéresse quoi? À l'entrepreneuriat, au business, aux entrepreneurs, etc. Et plus je m'intéresse à ça, qu'est-ce qui se passe fatalement? Et donc ce qui se passe fatalement, c'est que moi aussi j'ai envie de monter ma boîte. Surtout que là à l'époque, je vous parle il y a environ il y a 6 ans de ça, c'était le boom des startups. On en parlait tout le temps, c'était la frénésie, c'était vraiment le grand boom des startups, tout le monde en parlait, vous avez dû le vivre aussi, donc on en parlait beaucoup dans les médias, etc. Mais on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc moi forcément, ça éveille en moi la flamme de l'entrepreneur, qui ne m'a plus jamais quitté, vous allez voir pourquoi. Et donc bref, je décide, je monte une marketplace, c'est là j'apprends tout. Fais vite fait le raccourci, mais en tous les cas j'ai quitté la startup que j'avais créée. Pourtant elle marchait très bien, mais j'ai pas trop envie d'en parler dans cette vidéo là. Mais bon, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que là à ce moment-là je comprends que je suis bonne entrepreneuse, mais que je suis pas bonne gestionnaire. Être chef d'entreprise, ça m'intéresse pas, et le monde des startups, moitié-moitié. Je suis vraiment solopreneur, on va dire, et j'aime les petits business en fait, les business à petite échelle. Donc j'ai un moment de breakdown, mais je me dis, mais l'inclusion financière est toujours dans ma tête à ce moment-là, n'oubliez pas. De toute façon, j'ai toujours continué à faire mes petites choses à côté, comme la rédaction, etc. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. J'imagine la vidéo, elle est pas structurée, alors que Dieu sait que j'ai limite préparé la vidéo, oralement, quoi, comme un exposé. Mais bon, à chaque fois que j'ai la caméra, je sais pas pourquoi, tout part à volo. Mais ça, on s'en fiche. Donc là je me dis, je vais créer une application pour faciliter les paiements. Et donc là je reviens à mon idée donc d'inclusion financière en Afrique, etc. Et là je me dis, je vais créer une application, donc une fintech, où on pourra payer facilement avec un POS, un terminal de paiement. D'ailleurs, attendez, je vais vous en montrer un. Bon, ça fait des années, j'en ai encore plein, mais voilà ce que je vais vous montrer. Alors ça, c'était pas mon POS, je vais vous dire après, moi c'était plutôt une application. Mais ce que je voulais, c'était populariser en fait tout simplement ça, je pense que vous connaissez déjà. Et en Afrique, le problème pour l'inclusion financière ou la bancarisation des personnes, c'est bien joli par exemple d'envoyer des cartes bancaires, mais s'il n'y a pas de distributeur et s'il n'y a pas de POS, c'est-à-dire que si les gens ne peuvent pas payer dans les boutiques avec, tout s'effondre, ça ne sert à rien. Donc à l'origine du problème, c'était les POS. Et les POS, en fait, en général, et surtout à l'époque, ça coûtait très cher. Surtout au prorata d'un Africain, par exemple, pour s'en servir. Et en plus, c'est assez complexe. C'est-à-dire que même si techniquement, c'est pas la mer à boire à créer, ce qu'il faut savoir, c'est que y a des compliances, il y a des choses à respecter parce qu'il faut toujours suivre les procédures de Visa et Mastercard. Je veux pas m'éloigner de ce sujet, donc je veux pas m'éloigner là-dessus, donc moi je suis là-dessus sur mon application, donc qui peut lire des POS comme ça nouvelle génération, et surtout qui permet de payer en QR code. Alors pour le coup, à l'époque c'était génial, et donc je pitch, je fais mes trucs, etc., les fournisseurs chinois, compagnie, l'application
l'application est plutôt pas mal, et je gagne un concours, etc. et je finis par vendre l'application. Donc là, pour le coup, grand succès, rapide, parce que je fais pas comme avant, je faisais pas du B2C, mais là je fais vraiment du B2B, c'est-à-dire que tout de suite dans ma tête, je me dis, je vais vendre l'application à une banque. Donc ça se passe super bien, et il faut savoir qu'au moment où je la revends, je découvre tout simplement, c'est là où je découvre la blockchain. C'est-à-dire que moi, j'étais super contente, et on l'était tous, surtout que l'Afrique, c'est le continent des fintech, hein, le mobile banking, tout ça, c'est eux qui l'utilisent à foison, et on était super contents de se dire, ouais, on peut payer par QR code, donc simplement par téléphone, ça facilite la vie à tout le monde, on n'a plus besoin de POS, etc. Et là, donc, je découvre quoi? Mais moi, à ce même moment, je découvre la blockchain et je découvre le Bitcoin. Et donc là, qu'est-ce que je découvre? À mon plus grand étonnement, que même le QR code s'est dépassé, qu'on n'est même plus obligé d'avoir un compte bancaire, etc., et qu'on peut simplement envoyer du Bitcoin. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'application, c'était quand même une application locale. C'est-à-dire que chaque banque allait l'installer et permettre les paiements de ce type-là de façon locale. Mais là, avec le Bitcoin, c'était le monde entier qui s'ouvrait. C'est-à-dire que là, plus besoin d'avoir une application dédiée ou quoi, il fallait simplement un wallet Bitcoin. Enfin bref, je découvre ça, je tombe des nues et je deviens complètement accro à cette technologie, dans le sens où j'essaie de me renseigner à fond. Et je me rends compte là, à ce moment-là, justement, que même les applications fintech les plus avancées étaient complètement obsolètes comparées donc à la technologie de la blockchain et du Bitcoin. Donc on en est là dans le parcours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bien sûr, et là j'ai envie de faire quelque chose en rapport avec la blockchain et les applications, mais j'ai pas nécessairement d'idée, et surtout à ce moment-là, et jusqu'à maintenant j'ai envie de vous dire, j'avais pas envie de me lancer à créer une start-up. Mais moi pour le coup là, j'ai pas envie de lancer une application comme ça, surtout que je me rends compte très vite que c'est un domaine qui est encore hyper élitiste et hyper petit. Et donc même pour acheter du Bitcoin à cette époque-là, c'était super difficile. Il fallait passer par des systèmes peer-to-peer. Enfin, c'était assez compliqué en fait. Et il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais il y avait de plus en plus de personnes qui en parlaient. Tout simplement, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah attends, on va commencer avec un blog. Et c'est ce que j'aime le plus faire de toute manière. J'ai toujours eu des blogs. Et là, je me suis dit, je vais faire un blog sur les cryptos, et puis surtout, je vais essayer de faire des articles les plus vulgarisés possibles, avec des bons tutoriels, etc. Et donc c'est comme ça que Zone Bitcoin est né, on va dire. Et je me suis aussi associée avec un trader. J'avais lu un article sur lui, sur Jeune Afrique, j'avais adoré. Et donc on s'est dit, on allait monter une application, etc. Et donc voilà, on avait ça en tête, en se disant, bon bah voilà, on fait d'abord un blog. Enfin, moi je m'occupe de ça, parce qu'il faut savoir que moi, donc comme je vous ai dit, je suis blogueuse, sinon à temps plein, j'ai plein d'autres blogs. Donc le premier but, c'était ça, de vulgariser, d'expliquer en quoi c'était utile, important, etc. Puis ensuite, éventuellement, sortir une application ou quoi que ce soit qui soit concordante avec les besoins du marché. Et donc, je donnais des cours sur le Bitcoin et la blockchain, et puis de fil en aiguille, j'ai fait 1, 2, 3 vidéos, puis voilà, maintenant ça me plaît bien, maintenant je suis rentrée dans le jeu en plus, c'est-à-dire que j'aime faire des vidéos et je vois ce que je pourrais faire de mieux en plus avec. Voilà pour mon histoire. Je finis ici comme ça. Comme je vous ai dit, j'en ferai une autre vidéo, je répondrai plutôt aux questions plus perso, même si c'est pas le but, pas du tout même, mais des questions un peu plus, on va dire, pragmatiques, et sur l'avenir de la chaîne, comme je vous ai dit. Honnêtement, je serais curieuse de savoir, vous, comment vous avez découvert les crypto-monnaies. Alors ça dépend de quand vous avez découvert les cryptos, mais il y a de fortes chances, et c'est tout à fait normal, moi-même je cultive ça, que vous ayez découvert les crypto-monnaies en ayant su que ça rapportait de l'argent. Et d'ailleurs, heureusement que ça rapporte de l'argent, parce que ça permet à des gens de s'intéresser de plus en plus à ça. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent ça, mais je voulais juste rajouter que si le Bitcoin n'avait pas pris de valeur, etc., ça montrerait tout simplement qu'il n'y avait pas d'intérêt pour ça, et on n'aurait pas développé autant de choses si ça avait rapporté des cacahuètes aux gens. Donc voilà, je voulais juste mettre ce message-là. Et on a fini cette vidéo. Je sais pas pourquoi c'était la plus difficile à faire pour moi. Et j'en profite pour reparler aussi d'autres choses. Comme je vous ai dit, donc j'ai monté des boîtes, etc. D'ailleurs là, je vous en ai parlé que de 2 grandes, mais j'en ai fait beaucoup plus d'autres. J'ai beaucoup d'échecs. Et bien sûr des réussites. Et j'ai un autre blog en fait où je parle plus de ça, d'entrepreneuriat, de business, etc. Je fais la pub ici, mais si vous êtes plutôt entrepreneur, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller voir, ça s'appelle travailnomade.com. Et donc sur ce blog, j'explique comment on crée un blog, enfin des choses comme ça en fait très classiques. Et j'en profite aussi pour faire encore de l'auto-promo. J'ai une autre chaîne YouTube que j'adore travailler dessus, comme pour Zone Bitcoin, mais vraiment, mais c'est différent, c'est-à-dire que là je parle pas de produits ou quoi, je raconte simplement l'histoire des marques, de certaines marques, pourquoi elles ont tel succès, pourquoi elles ont tel échec, parce que vraiment, comme je vous ai dit, ça me
passionne. Si cette chaîne vous intéresse, même si je sais que je fais pas un très bon montage dessus, mais je vais m'améliorer, ça s'appelle Business Outsider, enfin de toute façon je mettrai les liens sous la vidéo. Pourquoi pas vous retrouver là-bas si, encore une fois, le sujet du business, de l'histoire des marques et tout vous intéresse. Pour mes futurs projets, pour la chaîne, ou est-ce que je vais lancer une autre start-up, ce que je pense pas, ou tout simplement suivre le doctorat, je vous raconterai à quel point c'est compliqué de trouver un directeur de thèse qui s'y connaisse en blockchain. Ça, c'est un des obstacles. Et donc voilà, je vous raconterai tout ça dans l'autre vidéo, la FAQ des 5000 abonnés. Et puis surtout, je vous remercie 1000 fois de regarder les vidéos et puis d'être sympa en commentaire parce que bon, bah, vous le savez sur YouTube, je pense qu'on redoute tous les haters, même s'il y a des bonnes choses dans les critiques constructives, il y a aussi bien sûr des critiques gratuites, mais la plupart du temps, je trouve qu'à chaque fois c'est super bien expliqué quand il y a des critiques et puis sinon vos messages de soutien, mais merci. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Dites-moi en plus sur vous, comment vous avez connu les cryptos, etc. Allez, ciao!